En dépit du préjugé qui veut que toutes les découvertes essentielles soient l'œuvre des temps modernes, de tout temps en effet les savants ont conçu la Terre comme un globe que le ciel et la course des astres enveloppent. La fiction d'une Terre plate dont la table serait supportée par un pivot plongeant dans l'infini ne fut jamais réellement adoptée en Europe, sinon peut-être par quelques ignorants baladins. Au cours de la période historique, nous constatons que dès Homère, tous les penseurs qui savaient contrôler leurs sensations, tous les astronomes, tous les géographes, depuis Hésiode qui vivait 7 siècles avant notre ère, jusqu'à Ptolémée qui vécut 900 ans plus tard, ont su que notre planète est ronde ainsi que le sont tous les astres visibles. Strabon, dans sa géographie, qui fut publiée au 1er siècle de notre ère, ne parle de ce fait que comme d'une vérité essentielle et il emploie, pour le rendre sensible aux ignorants, tous les arguments, toutes les démonstrations que contiennent encore aujourd'hui nos propres manuels d'enseignement. Ouvrez les guillemets. C'est surtout de la géométrie et de l'astronomie que le géographe paraît avoir le plus besoin pour l'objet qu'il se propose. Comment en effet le géographe pourrait-il bien comprendre la forme de la Terre sans recourir aux méthodes que fournissent ces deux sciences? Toutefois, comme le géomètre et les astronomes exposent tout au long dans leurs propres œuvres les moyens de mesurer la Terre entière, nous devons, nous, dans le présent ouvrage, admettre comme vrai ce qu'ils ont démontré dans les leurs, admettre notamment la sphéricité de l'univers céleste, celle aussi de la Terre, et comme ces faits sont à portée de nos sens ou rentrent dans la catégorie des notions communes, il nous suffira, si même la chose en vaut la peine, d'en donner l'explication la plus brève et la plus sommaire. Ainsi, en ce qui concerne la sphéricité de la Terre, nous rappellerons simplement deux ordres de preuves. 1. La preuve indirecte, mais générale, qui se tire de l'impulsion centripète, c'est-à-dire de la tendance de chaque corps vers son centre de gravité. 2. La preuve directe et immédiate, résultant des phénomènes qu'on observe sur la mer et dans le ciel, et dont le témoignage de nos sens ou de simples notions vulgaires suffisent à constater la réalité. Il est évident par exemple que la courbure de la mer empêche seul le navigateur d'apercevoir au loin les lumières placées à la hauteur ordinaire de l'œil et qui n'ont besoin que d'être un peu haussées pour de devenir visibles même à une distance plus grande, de même que l'œil n'a besoin que de regarder de plus haut pour voir ce qui auparavant lui demeurait caché. On sait que plus un vaisseau approche de terre, plus chacune des parties de la côte se dessine nettement aux yeux des passagers et que ce qui paraissait bas en commençant va s'élevant sans cesse devant eux. La révolution, ou marche circulaire des corps célestes, est de même rendue manifeste par diverses expériences, notamment par le moyen du gnomone, qu'il suffit d'observer une fois pour concevoir aussitôt que si la base de la Terre se prolongeait à l'infini, la susdite marche circulaire autour de la Terre ne pourrait avoir lieu. Mais une fois encore, pour le moment, nous n'avons besoin d'emprunter aux différentes sciences qu'un petit nombre de notions élémentaires à l'usage, surtout de l'homme politique et du capitaine. Ceux-là n'ont que faire d'approfondir ces études jusqu'à savoir pour chaque lieu de la Terre quels sont les astres qui se lèvent et quels sont ceux qui se couchent ensemble, quels sont ceux qui passent au méridien de ce lieu, quelle est la hauteur du pôle par rapport au point zénital, etc. Il ne faudrait cependant pas que celui qui prétendra lire ce traité fût assez nonchalant pour n'avoir jamais jeté les yeux sur une sphère, ni regardé les cercles qui y sont tracés parallèlement, perpendiculairement ou obliquement les uns aux autres, et la position respective de l'équateur, des tropiques et du zodiaque, qui est le cercle que suit le Soleil dans sa révolution. Fermez les guillemets. Géographie, livre 1, chapitre 1, Strabon, 1er siècle de notre ère. Mais plus loin, au livre 2, chapitre 5, Strabon écrit, ouvrez les guillemets, au nombre des vérités que la physique démontre figure celle-ci. Le monde, la terre et le ciel sont de forme sphérique. Les corps pesants sont attirés vers le centre de la terre. Autour du même point et sous la forme d'une sphère ayant le même centre que le ciel, la terre demeure immobile sur son axe. Le ciel, lui, est emporté autour de la terre et de son axe par un mouvement d'Orient en Occident entraînant avec lui les étoiles fixes. Dans ce mouvement, les étoiles fixes décrivent des cercles parallèles dont les plus connus sont l'équateur, les deux tropiques, les deux cercles arctiques. L'astronomie qui a adopté l'essentiel de ces principes en a fait son point de départ pour établir le calcul des mouvements des astres, de leur révolution, de leurs éclipses, de leur grandeur
et de leurs distances respectives. À son tour, la géométrie, pour mesurer l'étendue de la Terre, se sert des lois fixées ainsi par la physique et par l'astronomie. Enfin, la géographie emploie les données de la géométrie. C'est ainsi que la détermination des 5 zones célestes entraîne nécessairement celle de zones terrestres portant le même nom. Pour limiter les dites zones, on conçoit sur la voûte circulaire du ciel des lignes tracées parallèlement des deux côtés de l'équateur. Deux, ce sont les tropiques, qui limitent la zone torride et déterminent les zones tempérées par rapport à la zone torride, et deux autres qui séparent les zones glaciales des zones tempérées, ce sont les cercles arctiques. Sous chacun des cercles célestes se trouve, avec le même nom, le cercle terrestre correspondant, si bien qu'à une zone céleste correspond une zone terrestre portant le même nom. C'est-à-dire qu'on suppose sur la Terre, au-dessous des tropiques et des cercles arctiques célestes, des cercles correspondants et portant les mêmes noms. Et de même que l'équateur céleste divise tout le ciel en deux parties égales, l'équateur terrestre partage la Terre en deux hémisphères. On distingue donc, pour la Terre comme pour le ciel, un hémisphère boréal et un hémisphère austral. Quant aux deux zones torrides et aux deux zones tempérées, il va de soi qu'elles sont appelées les unes boréales et les autres australes, suivant l'hémisphère auquel elles appartiennent. Telles sont les données que le géomètre emprunte à l'astronomie, mais ce n'est pas tout. Il peut s'aider encore de la gnomonique et des autres méthodes que l'astronomie enseigne pour trouver les deux lignes, la ligne parallèle à l'équateur et la ligne qui, passant par les deux pôles, est perpendiculaire à l'équateur, sur lesquels se trouve un lieu quelconque, et entreprendre ainsi de mesurer toute la Terre. Fermons les guillemets. Strabon résume dans ce texte le minimum de connaissances que devait posséder un honnête homme il y a 20 siècles. Un homme instruit de notre temps n'en sait pas davantage. Une seule erreur a été définitivement corrigée depuis Strabon, dont les contemporains croyaient généralement, on vient de le voir, que la Terre est fixe au centre de l'univers et que le ciel tourne autour d'elle. D'ailleurs, l'erreur que commet Strabon n'était point de son temps même partagée par tous les savants. 6 siècles avant lui, Pythagore en effet enseignait déjà que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne aussi sur elle-même. Ce sont des écrits laissés par Aristarque de Samos, l'un des héritiers de l'école de Pythagore de Samos, qui attestent de l'historicité de ces connaissances. Dans son traité sur les grandeurs et les distances du Soleil et de la Lune, il démontre que, ouvrons les guillemets, la Lune reçoit sa lumière du Soleil, la Terre peut être considérée comme un point placé au centre de l'orbite lunaire, refermons les guillemets. Et c'est dans l'Arénaire d'Archimède qu'il est fait mention de l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos, issu de l'école pythagoricienne. Il y est décrit que la Terre tourne sur elle-même et se déplace sur un cercle centré sur le Soleil. C'est du moins à Pythagore que la tradition attribue la découverte de ce double mouvement, qui sans doute parce qu'il ne présentait aucun intérêt pratique et ne pouvait être que difficilement démontré, demeurait au regard des amateurs de sciences comme une hypothèse que seuls pouvaient envisager de purs savants, tel Hipparque, qui lui aussi l'avait admise. Hipparque, dont les connaissances en astronomie générale égalaient presque celles des savants de notre temps, avait dressé un catalogue des étoiles indiquant leur position dans le ciel d'après leur distance de l'équateur céleste d'une part et d'un méridien d'origine d'autre part. Il avait découvert le mouvement dit de précession des équinoxes, qui est le troisième mouvement de la Terre qui oscille autour de son axe de manière cyclique, tout comme le fait une toupie, sur une durée de 25 920 ans. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. La variation de cette orientation a une conséquence sur la date des équinoxes et des solstices. Nous avons représenté ici l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, ainsi que la droite qui passe par ces deux équinoxes. Le solstice d'été et le solstice d'hiver, ainsi que la droite qui passe par ces deux solstices. On voit que dès que l'orientation de l'axe change, cela décale la date des équinoxes. Chaque année, l'équinoxe de printemps a lieu 26 minutes plus tôt.
L'équinoxe précède donc l'équinoxe de l'année précédente, c'est pour cela que ce phénomène s'appelle la précession des équinoxes. Voici la direction actuelle de l'axe de rotation de la Terre. Sa direction va donc être modifiée et il reviendra à la même position dans environ 26 000 ans. Depuis les récentes découvertes en Mésopotamie dans les années 50, nous savons à présent que les Sumériens connaissaient la place centrale du Soleil et qu'ils avaient calculé avec précision le phénomène de précession des équinoxes. Tout cela il y a 6000 ans. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Chaque oscillation est d'une période de 19 ans. Mais c'est Philolaos de Crotone qui nous aura laissé l'héritage de la connaissance la plus vertigineuse en matière astronomique. Ce grand pythagoricien a en effet mentionné une connaissance que nos astronomes modernes viennent seulement de découvrir, le 5e mouvement de la Terre corrélé au second mouvement du Soleil. Il nous dit que la Terre, le Soleil et les autres planètes du système tournent autour d'un feu central, invisible, situé au cœur de l'univers. Copernic y fera mention en disant que Philolaos de Crotone expliquait que la Terre se meut autour d'un feu en un cercle oblique, de même que le Soleil et les autres planètes. Mais avant toute chose, songez que vous êtes déjà, là, maintenant, sans le ressentir, en train de fuser 640 fois plus rapidement que le son. Et cette vitesse de croisière fantastique n'est pas celle de la Terre, autour de notre étoile, mais d'un vaisseau gigantesque, le système solaire dans son ensemble, qui est embarqué dans une étrange danse galactique. Lorsque l'on se représente la course de la Terre dans l'espace, il est coutume d'utiliser ce modèle, organisé selon un plan, avec le Soleil immobile au centre et les autres planètes du système gravitant autour de lui. Sauf que cette représentation de notre mouvement n'est valable que si l'on se centre sur notre étoile. Or, celle-ci n'est pas immobile dans l'espace. Elle se déplace à la vitesse de 790 000 km/h autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ainsi, en réalité, en prenant pour référentiel le centre de cette dernière, toutes les planètes de notre système sont lancées dans une course folle, arrimées par la seule force de gravité au Soleil qui les entraîne avec lui. Nous évoluons dans un mouvement hélicoïdal, légèrement oscillant sur une période de 26 000 ans et se dessinant à quelques 27 000 années-lumière du centre du siphon galactique, dans la partie intérieure du bras spiral d'Orion, à une distance de quelques 50 années-lumière du plan principal du disque, au sein duquel nous traversons le nuage interstellaire local, une région large d'environ 40 années-lumière de diamètre, dans laquelle nous devrions rester pendant encore 20 000 ans. C'est long. Des nuages interstellaires, nous en visiterons encore beaucoup, car fort de cette vitesse de déplacement de 220 km par seconde autour du centre galactique, notre système solaire progresse dans l'espace environnant d'une distance équivalente à celle séparant la Terre du Soleil chaque semaine. Ce qui fait que tous les 1400 ans, nous avons avancé dans l'espace d'une année-lumière, et à ce rythme-là, il nous faut 240 millions d'années pour effectuer un tour complet de la Voie lactée. Ainsi, depuis sa formation, notre système solaire a déjà accompli 20 orbites complètes, et en années galactiques, notre planète n'a qu'à peine 20 ans. Évidemment, dans cette course autour du centre de la Voie lactée, notre Soleil n'est pas seul. En étudiant le mouvement de près de 75 000 étoiles situées dans notre voisinage proche, le satellite Gaïa a pu extrapoler les trajectoires de ces dernières pour les 500 millions d'années à venir. Sur cette vidéo, où chaque seconde écoulée représente 6 millions d'années, Philolaos de l'école de Pythagore dit que la Terre, le Soleil et les autres planètes du système tournent autour d'un feu central, invisible, situé au cœur de l'univers. Nous savons aussi que les grands savants de l'Antiquité grecque, qui sont à l'origine de cette démocratisation des connaissances, ont tous été instruits en Égypte. Archimède, qui démocratisa le chiffre pi, vit le jour dans la colonie grecque de Syracuse en Sicile et y vécut toute sa vie à l'exception d'une brève période d'études à Alexandrie en Égypte. Euclide, le mathématicien grec considéré comme le père de la géométrie, présumé né à Athènes vers 330 avant notre ère, étudia tout d'abord à l'école des successeurs de Platon dans sa ville natale, puis il fut invité par Ptolémée Ier à la grande école d'Alexandrie en Égypte. Il serait mort à 65 ans dans la ville d'Alexandrie en Égypte vers 265 avant Jésus-Christ. Il a inventé, dit-on, les divisions euclidiennes.
Thalès, connu pour son fameux théorème, aurait expliqué comment mesurer la hauteur d'une pyramide à l'aide de l'ombre d'un bâton vertical. Grâce à son séjour en Égypte, Thalès put mettre en œuvre ses connaissances en mathématiques, particulièrement en géométrie. Pythagore, quant à lui, part en Égypte vers 547 avant Jésus-Christ, à Memphis et Diospolis pour plusieurs années. Dans cette ville se trouve le sanctuaire de Zeus Ammon. Il est reçu par les prêtres, sous Amasis, pharaon de 568 à 526 avant Jésus-Christ, et connu Polycrate de Samos. Il apprend la langue à Memphis dans un centre d'interprétariat fondé par Psamétique Ier, pharaon, en 663 avant Jésus-Christ. Il étudie la géométrie, l'astronomie des Égyptiens. Il est initié au mystère de Diospolis et à la doctrine de la résurrection d'Osiris. Selon Plutarque, les prêtres lui auraient appliqué sur la cuisse le disque ailé d'Atum Ra, en feuille d'or, ce qui lui valut le surnom de Pythagore chrysomère, à la cuisse d'or. La source des connaissances de Pythagore, Thalès, Euclide ou Archimède. Voici le papyrus du scribe et mathématicien égyptien Ihamesou Ahmes, nommé Papyrus de Rhind, son découvreur occidental. Document produit près de 1000 ans avant les naissances de Pythagore et de Thalès, moins 1550 avant l'ère occidentale. Nous avons très peu de documents astronomiques concernant l'Égypte ancienne. Nous avons un certain nombre de documents très précieux et très peu connus, notamment des documents mathématiques. Alors je vais prendre un seul exemple, c'est ce document qu'on appelle le Papyrus de Rhind, qui est découvert en 1857 à Thèbes. Et alors on sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit. C'est un scribe qui s'appelle Ahmès et qui nous explique, donc il l'a rédigé en moins 1650, à une année du roi Apophis, et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qu'il expose là-dedans la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques. Extrêmement bien rangés, chaque problème est séparé par une ligne, écrit l'énoncé, la démonstration, comment on peut résoudre le problème, et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je ferai faire une parenthèse, parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papyrus égyptiens, qui datent, donc, je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible. L'organisation rigoureuse, c'est évident dans le papyrus de Rhind. Il y a 84 problèmes. Premièrement, une table de décomposition en fractions. Alors là, personne n'a vraiment compris. Il décompose tous les nombres de 3 à 101 en fractions unitaires. 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 101. Et vous trouvez toujours dans le manuscrit de Rhind la plus économique des décompositions du nombre. Là aussi, on n'a pas les méthodes avec lesquelles ils font. Et ensuite, on a les aires et les volumes et des résolutions d'équations. Alors, tout est à volo dans le papyrus. Effectivement, vous trouvez le problème 53, c'est le théorème de Thalès. Thalès vient 1000 ans après. Le triangle égyptien, c'est le triangle 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est Pythagore. Et ensuite, vous trouvez des choses absolument stupéfiantes. C'est des formules comme celle-ci. Alors là, on a changé de manuscrit. On a le manuscrit de Moscou, hein, le problème 14. On vous donne le résultat de le volume de la pyramide tronquée. C'est déjà pas n'importe quoi. La pyramide, déjà, c'est pas facile. Alors, la pyramide tronquée, j'ai mis la formule, pas pour faire joli, hein, c'est ce que vous dit le scribe. Il vous dit, donc il vous pose le problème, on a une hauteur de 6, un carré de 4, une hauteur en haut de 2. Vous prenez le tiers de la hauteur, vous multipliez par le carré de plus ça, il vous met tout, en toutes lettres ce que vous devez faire. Et c'est cette formule-là, c'est-à-dire la formule exacte. Il n'y a pas d'empirisme là, c'est une formule mathématique exacte. Et elle figure donc en toutes lettres, il suffit de la retranscrire au fur et à mesure des paroles que vous dites le scribe, le petit Ahmès de son papyrus de Rhind. Environ 1000 ans séparent les savants grecs de ce document. Ahmès admet lui-même que ces formules mathématiques lui sont antérieures. Elles étaient inscrites dans un traité détérioré datant de l'Ancien Empire, moins 1300 avant notre ère. Jean Blic, écrivant au IIIe siècle de notre ère, dit que Pythagore fut prêtre égyptien pendant 20 ans. Quant aux Égyptiens, Platon nous rappelle que toutes leurs connaissances leur viennent d'une tradition qui remonte à leur propre antiquité, à savoir une époque qui remonte à plus de 8000 ans avant leur ère. De quoi nous laisser méditatifs. Parenthèse fermée. Hipparque, donc, dit-on, avait découvert le mouvement dit de précession des équinoxes et élaboré une méthode permettant d'établir les longitudes avec la précision réalisée depuis longtemps déjà dans la détermination des latitudes. Hipparque vivait 5 siècles après Pythagore, 1 siècle avant Strabon. Ses œuvres résument pour nous le maximum de la science antique. La décadence de cette science commence aussitôt après lui
et s'accentue bientôt avec une extraordinaire rapidité. Peu de temps après Strabon, Pline le naturaliste ne comprend plus Hipparque et Ptolémée. Un siècle plus tard, ne connaît plus rien de la science ancienne. Il invente et fait adopter officiellement une ridicule conception de l'univers céleste. D'après cette conception, la Terre, immobile sur son axe, est entourée de sphères de cristal pur, entre lesquelles les astres circulent, tournant ainsi autour de la Terre. Ptolémée, cependant, et c'est son seul titre réel à la célébrité dont son nom fut entouré, sut utiliser les renseignements accumulés par ses prédécesseurs et dresser un précieux répertoire où figurent la plupart des villes de son temps, avec leur longitude et leur latitude, très approximatives d'ailleurs. Après lui, la régression s'accentue encore. Au Moyen-Âge, bien peu d'hommes s'intéressent à l'astronomie. Le système de la division du ciel et de la terre en cercles de longitude et de latitude fut complètement oublié, et l'ensemble des connaissances acquises par les anciens fut pendant de longs siècles méconnu des Européens. La décadence eût été complète et peut-être irrémédiable si les Arabes, héritiers provisoires de la science grecque, n'avaient conservé l'essentiel de l'œuvre de Ptolémée dans le traité qu'il nommait Almageste. Par eux, cette œuvre fut de nouveau répandue en Europe et servit de base aux travaux des savants qui reconstituèrent à l'époque de la Renaissance la science de la géodésie. Christophe Colomb, réalisant une prévision d'Ératosthène qui pensait plus de 2 siècles avant Jésus-Christ qu'il était possible d'aller d'Espagne aux Indes en suivant toujours vers l'ouest le même parallèle de latitude, découvrit alors l'Amérique dont Strabon, à propos de cette même hypothèse d'Ératosthène, avait déjà supposé l'existence, dans Géographie, livre 1, chapitre 4. Enfin, Copernic, ayant reconstitué le système réel du monde tel que, après Pythagore, tant d'anciens l'avaient conçu, d'autres savants, Kepler, Newton et leurs émules, purent acquérir une gloire immortelle en établissant définitivement les lois de la mécanique céleste que les anciens avaient entrevues. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que les hommes de science purent de nouveau mesurer un arc du méridien terrestre, œuvre que déjà des milliers d'années auparavant, des savants inconnus avaient à maintes reprises réalisée. Le mètre avait été défini d'après la circonférence de la Terre, puis adopté en 1793 suite à la proposition de Talleyrand, qui, chose que j'ignorais, était évêque. En 1789, il n'existe aucun système de mesure unifié entre les pays. L'étalonnage des poids et des mesures est alors octroyé au roi et on dénombre en France près de 700 unités de mesure différentes. Pour y remédier, un roi, une loi, un poids et une mesure est bien une des doléances inscrites à l'ordre des États généraux de 1789. Les projets d'unification de Colbert comme de Turgot n'ont jamais abouti, mais dans la nuit du 4 août 1789, l'abolition au nombre des privilèges de celui d'étalonnage ouvre la voie à une réforme enfin possible des poids et mesures. Le roi n'étant plus à l'origine de l'étalonnage, il s'agit de trouver dans la nature une mesure universelle et invariable, reproductible et vérifiable partout et toujours. Talleyrand. Le 26 mars 1791, le choix du quart du méridien terrestre comme unité universelle et naturelle est fait sur la recommandation de Condorcet et de l'Académie des sciences, car cette mesure ne renferme rien ni d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe. La naissance du mètre, dont la longueur est établie comme égale à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, est officialisée par le décret du 1er août 1793 qui établit pour toute la République la même uniformité dans les poids et mesures. Comme le disait Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Qu'est-ce que c'est géomètre? Métron c'est mesure, géo c'est la terre. Voici une carte de l'ancienne Égypte. J'ai inséré 2 bâtons ou obélisques, un en haut, ici, à Alexandrie, et l'autre en bas, à Aswan ou Syène. Maintenant, si à un certain moment ces 2 bâtons ne projettent absolument aucune ombre, ce serait très facile à comprendre à condition que la Terre soit plate. Et si au même moment l'ombre à Aswan a une certaine longueur et que l'ombre à Alexandrie a la même longueur, cela irait dans le sens que la Terre serait plate. Mais Ératosthène s'est demandé comment est-il possible qu'au même instant il n'y ait pas d'ombre à Aswan et qu'il y ait une très longue ombre projetée à Alexandrie. La seule réponse était que la surface de la Terre fut incurvée. Non seulement cela, mais plus grande sera la courbure,
et plus importante sera la différence de longueur entre les ombres. Le Soleil est tellement éloigné que ses rayons sont parallèles lorsqu'ils atteignent la surface de la Terre. Les obélisques à des angles différents par rapport aux rayons du Soleil vont projeter des ombres de différentes longueurs. Pour la différence observée entre la longueur des ombres, la distance entre Alexandrie et Aswan devait être à peu près de 7 degrés le long de la surface de la Terre. Je veux dire par là que si vous aviez imaginé que ces bâtons s'étendissent jusqu'au centre de la Terre, leur intersection aurait généré un angle de 7 degrés. Eh bien, 7 degrés représente quelque chose comme 1/50e de la circonférence de la Terre, soit 360 degrés. Or, Ératosthène et ses instructeurs égyptiens connaissaient la distance séparant Alexandrie d'Aswan. Savez-vous pourquoi il savait que cela faisait 800 km? C'est parce qu'il avait engagé quelqu'un pour compter les pas sur toute la distance. Et ainsi a-t-il pu opérer le calcul dont je vous parle à présent. 800 km multiplié par 50 donne 40 000 km, que doit donc faire la circonférence de la Terre. Bonne réponse de l'élève Ératosthène. Ses seuls outils furent des bâtons, des yeux, un cerveau, plus un zeste d'expérience.